bien, nous allons pouvoir passer maintenant à notre première table ronde sur le thème. Alors, bon, ça va peut-être vous faire réagir. Espace rural et urbain, quelles solutions pour relever le défi de la cohésion sociale? Et puis pour introduire cette table ronde, eh bien, ce qu'on vous propose, c'est d'inviter à nous rejoindre Sophie Duval-Uvart. On peut l'applaudir. Je vous en prie, venez par ici. Vous êtes directrice du développement des capacités des territoires au Commissariat général à l'égalité des territoires. Alors, on va parler de plusieurs sujets. J'ai préparé un petit peu cette intervention. J'ai vu, je crois qu'il y a 1340 maisons de services au public en France. Est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler leur raison d'être et quel bilan on peut en tirer? Oui, merci, bonjour à tous. Merci de cette invitation à venir aujourd'hui m'exprimer devant vous. Alors c'est toujours difficile de passer après Martin Vanier et de revenir à des considérations beaucoup plus pragmatiques et opérationnelles, mais je vais m'efforcer de capter l'attention de la salle autant que vous l'avez faite, et puis peut-être aussi de contester ou de discuter certains propos que vous avez pu avoir, parce qu'on a nécessairement des approches différentes, la vôtre en tant que géographe, la nôtre en tant que voilà, conduisant des politiques opérationnelles. Et à un moment donné, vous avez dit que le sujet, c'était pas forcément de mettre des lieux de proximité. Vous avez rappelé les propos du président de la République par rapport à la couverture sur les cantons. Donc, permettez-moi d'avoir évidemment une position un peu différente. Et c'est vrai que la politique de mise en place de maisons de services au public est partie d'une idée qui était celle de la nécessité de mettre en place des lieux de proximité, notamment dans les territoires ruraux, mais pas que. Et vous tous ici savez bien que les besoins sont aussi très importants dans les territoires urbains, périurbains, dans les quartiers politiques de la ville, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que les citoyens puissent avoir un accès, un accompagnement à tout un tas de démarches qu'ils ne trouvent pas par ailleurs. Et donc, dans les années 2000, l'État avait pris l'initiative de mettre en place des relais de service au public qui sont devenus par la suite, dans les années 2013-2014, ces fameuses maisons de service au public. Donc aujourd'hui, on en a 1340. On en a un peu plus autour de 700 qui sont portés par des collectivités. On en a un peu plus de 100 qui sont portés par des associations, dont une très large partie par des PIMS. On en a plus de 500 qui sont portés par la Poste. Et au sein de toutes ces structures, on en a 126 qui sont itinérantes. Donc on voit bien aussi que voilà, ces diverses formes de maisons de service au public montrent bien que c'est un outil qui est avant tout local, qui est mis en place aussi par des élus ou par l'État ou par des associations, avec des partenariats qui se font de manière adaptée à chaque type de territoire, avec toute forme, toute taille possible. Et ça a été d'ailleurs cette hétérogénéité qui a peut-être un peu nuit à la réputation d'ensemble du réseau, avec aujourd'hui des structures qui vont très bien, et notamment celles qui sont portées par les PIMS sont parmi les, alors je dirais pas les meilleures parce que je veux pas comparer, mais c'est des structures qui ont quand même une ancienneté, elles existent depuis longtemps, qui ont un réel savoir-faire, avec des agents bien formés, avec des partenariats très nombreux, et c'est clairement parmi les structures sur lesquelles nous on s'appuie pour donner l'exemple de ce qu'on voudrait faire sur l'ensemble du réseau. Mais il y a aussi d'autres structures, et on en a conscience, qui sont beaucoup plus fragiles pour des raisons diverses, et qui ont eu du mal à s'implanter dans le territoire, avec des partenariats qui sont moins nombreux, et donc des fréquentations qui sont moins nombreuses. Et c'est en partant du constat de cette hétérogénéité qu'on a lancé à la demande de la ministre il y a un an à peu près une réforme du dispositif des maisons de service au public, avec l'idée que bon, aujourd'hui près de 90% des maisons sont dans les territoires ruraux. Il faut continuer à avoir cette présence dans les territoires ruraux et ces territoires peu denses dont Martin Vanier a très bien parlé, mais qui du coup, par leur faible densité, rendent
tout un tas de personnes éloignées des services publics, mais aussi il fallait développer l'implantation dans les territoires urbains et périurbains. Et l'autre constat, c'était que il fallait mettre toutes les maisons au même niveau de qualité de service pour qu'il n'y ait plus cette hétérogénéité et pour pouvoir aussi donner sens à un label national. Aujourd'hui, dans le petit film, ça a été rappelé là quand on voyait qu'il y avait 53 PIMS qui étaient labellisés MSAP, mais finalement, avoir un label national avec une telle hétérogénéité, ça rend une communication nationale difficile et ça rend finalement les structures assez peu lisibles pour un citoyen et une impossibilité de faire une communication en disant mais vous avez des relais de proximité chez vous, c'est des maisons de service au public et voilà ce que vous allez y trouver. Et donc c'est en partant de ces constats-là qu'on a travaillé pendant tout l'automne avec tous les partenaires historiques des maisons pour assurer leur présence obligatoire dans toutes les structures existantes. Alors que jusqu'à présent, une maison ne pouvait être labellisée que s'il y avait seulement 2 partenaires. Aujourd'hui, si la réforme se fait et quand elle se fera, les maisons ne pourront être labellisées que si tous les partenaires sont présents dans toutes les maisons, avec une exigence aussi d'aide à la résolution des problèmes, comme ça a été d'ailleurs très bien indiqué dans le petit film tout à l'heure. Donc on a conduit un travail très ambitieux à l'automne. Et là, on est dans une phase d'arbitrage finaux. Donc, je suis pas complètement à l'aise et je vous en ai parlé tout à l'heure pour vous dire ce qui va réellement se passer demain, parce qu'un certain nombre d'arbitrages doivent encore être pris. Mais les grandes lignes sont posées. Et en tout cas, le principe de la montée en qualité de service est clairement le principe le plus important, c'est-à-dire aujourd'hui quand on a des structures qui accueillent du public, qui rendent un service public, il faut que la qualité soit au rendez-vous. Il faut que l'accompagnement soit réel, il faut que la personne soit formée. Ça ne peut pas être que de la réorientation. Il faut qu'il y ait un accompagnement aux démarches, il faut qu'il y ait une résolution des problèmes. Et c'est tout ce qui se fait au quotidien dans les PIMS qui doit se faire dans toutes les maisons et toutes les structures actuelles. Et comment alors, il y a des arbitrages là qui ont lieu en ce moment, mais comment on prévoit leur mise en place? Est-ce qu'il y a des échéances? Est-ce que il y a une date de 2022? Est-ce que ça résonne? Ça veut dire quelque chose? En fait, donc le président de la République a annoncé lors de sa conférence de presse du 25 avril la création d'un dispositif qu'il a appelé France Service, qui a vocation à terme à remplacer les maisons et le réseau des maisons de service au public. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que France Service est dans l'esprit du président de la République. C'est un dispositif très ambitieux et qui est beaucoup plus ambitieux que ce qui se fait dans certaines maisons. Et donc et c'est toute la difficulté de nos travaux en ce moment et des arbitrages qui doivent être rendus. Il ne faut pas que l'ambition de France Service soit rabaissée par la labellisation France Service de structures qui ne seraient pas au niveau. Et donc c'est ce calage-là qu'on est en train de faire pour organiser aussi la montée en puissance progressive des maisons actuelles qui ne sont pas au niveau pour qu'elles puissent répondre au niveau d'ambition du président de la République. Et son ambition, elle est triple. C'est à la fois une ambition en termes de quantité de services offerts dans ces structures mutualisées. Je vous ai parlé des partenaires socles, donc à la fois les opérateurs sociaux, Pôle emploi. On a travaillé aussi à élargir les partenaires avec le ministère de l'Intérieur, puisque dans certaines structures qui ont des conventions avec le ministère de l'Intérieur, c'est près de 40% des demandes qui relèvent de la question des titres, et la réforme de la délivrance des titres a fait que dans certains territoires, c'est un sujet qui est essentiel. Donc on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, on travaille aussi avec le ministère des Finances, avec la DGFiP, pour qu'un certain nombre, notamment dans le cadre de la dématérialisation des procédures, du renseignement en ligne, de l'impôt sur le revenu, etc., pour que toutes ces démarches-là puissent être accompagnées, y compris fiscales, dans les maisons de services au public. On a élargi le socle de partenariat aussi au ministère de la Justice. Donc voilà, on élargit aussi à des services de ministères et pas que d'opérateurs. Et le président de la République nous demande de consolider encore ce socle d'opérateurs
pour qu'un maximum de services puissent être rendus dans ces structures mutualisées, avec comme objectif que quand un citoyen y va, il ait une réponse à sa question, et donc organiser aussi du coup un système peut-être de front office, back office, où l'agent peut ne pas avoir toutes les réponses, mais il faut qu'il ait un relais immédiat, très bien organisé chez l'opérateur ou dans la structure qui a la démarche, pour que ce soit très fluide et que on ne dise pas à l'usager qui vient, non, allez voir telle ou telle personne, telle ou telle structure. Il faut qu'il y ait véritablement un engagement à la résolution de la démarche de l'usager. Donc ça, c'est la deuxième ambition. Donc première, élargissement du socle de partenaires. Deuxième, c'est approfondir le champ de l'accompagnement. Et la troisième ambition, c'est renforcer le maillage de ces structures. Donc oui, il y a eu là, effectivement l'idée de la couverture par canton. Donc ça a surpris. L'idée, alors je ne cache pas qu'il y a eu de nombreux débats, pourquoi canton. L'idée, c'est que si on dit intercommunalité, ça ouvre plein de questions. Oui, mais il y a des intercommunalités XXL, comment on fait? Il y a des intercommunalités qui ont plus de 100 communes, mais alors, voilà. Donc si on dit département, ça va pas, si on dit commune, ça va pas, voilà. Donc finalement, ça a été canton, parce que dans l'esprit aussi encore de très nombreuses personnes, le canton, c'est la proximité. Et c'est finalement cette idée-là qu'il faut retenir, c'est celle de la proximité, et que dans chaque endroit, après canton, interco, voilà, finalement tout ça c'est des frontières administratives, mais que finalement il y ait des structures de proximité à une distance raisonnable. Nous on raisonne beaucoup en chronodistance, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, à un temps de distance raisonnable pour que les citoyens puissent avoir accès à ces structures mutualisées quand il n'y a pas d'autre présence de services publics. Et sur la durée de déploiement, on s'inscrit sur la durée du quinquennat, donc c'est d'ici 2022, mais c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'en 2022, et c'est pas en 2022. Là, quand les arbitrages seront pris, normalement, ce sera le go pour lancer ce déploiement et tout ce travail qu'on doit faire avec les structures actuelles. Merci beaucoup Sophie Duvalier, on peut vous applaudir.